le ciel bleu vole en silence, les cœurs des gens amoureux. Bonjour à tous, contente d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet super important. Contente d'être là avec mes acolytes du jour. Salut Merci, Karen. salut Awa. Ça va? Ça va et toi? Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Cool. Alors aujourd'hui, on va parler de contraception. Ouais. Comme vous le savez, c'est la journée mondiale de la contraception. Et on avait déjà fait une petite vidéo, un live sur le sujet il y a quelques temps. Et pour l'occasion, on a décidé de faire les choses en grand. Et on a été accompagné du coup par notre partenaire, l'ONG DKT International, qui, à travers sa marque Lydia et la marque Kiss, offre des produits de planification familiale. Ouais. Alors, contraception, docteur. Un sujet qui, comme on l'a vu dans nos questions, touche beaucoup de monde. Intéresse beaucoup de personnes, touche beaucoup de personnes et on se pose énormément de questions sur la globalité de la contraception, effectivement. Et contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas forcément que les femmes. C'est ça. On en parlera tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de questions autour des hommes. Mais on y reviendra plus tard. Ouais, Alors, on y reviendra. comme d'habitude, on va essayer de structurer un peu les choses. On va d'abord définir les choses avec le docteur. Puis on va entrer dans le vif du sujet et parler des méthodes dites naturelles. On enchaînera sur la contraception hormonale avant de passer sur la contraception non hormonale et on terminera par le sujet qui passionne les foules, la contraception masculine. En tout cas, un sujet qui, moi, m'intéresse parce que je ne le connaissais absolument pas. Je ne connais absolument pas le sujet et je suis bien contente d'être accompagnée d'un expert qui pourra bien nous expliquer les choses. Alors, on va faire un peu comme d'habitude. Je vais te demander de nous expliquer de quoi on parle quand on parle de contraception. Contraception. Effectivement, c'est une bonne question de commencer à définir ce que c'est que la contraception, parce qu'il y a beaucoup de confusions qui se font. Une contraception, c'est un ensemble de méthodes ou de moyens qui vont être utilisés pour empêcher de manière temporaire et réversible la survenue d'une grossesse. Donc, c'est deux termes qui sont hyper importants. Ouais. C'est temporaire. On le verra dans les questions, parce que beaucoup de femmes pensent qu'en prenant la pilule, elles ne pourront plus faire d'enfants. Donc c'est temporaire et c'est réversible. Ce qui est différent de la stérilisation, où là, il n'y a pas de marche arrière possible, comme ça peut être le cas pour certains types de contraception, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Donc la contraception, c'est quand même, c'est utile de la rappeler, même si beaucoup de méthodes contraceptives aujourd'hui font débat. La contraception, et plus précisément la pilule, a été une révolution dans la vie de la femme parce qu'elle a permis à la femme de pouvoir distinguer sexualité et maternité. Parce qu'avant, sexualité était égale à maternité. Ouais, maternité, donc, effectivement. clairement, c'est une évolution considérable dans la vie de la femme, mais c'est comme pour beaucoup de choses en médecine, on passe par des phases, des cycles, et la pilule, pour ne parler que de la contraception hormonale pour le moment, est passée du médicament miracle à poison qui pourrit la vie de plein de gens. Mais donc c'est un process qui est important de rappeler. Et la contraception, elle a quand même permis de réduire la mortalité maternelle, d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer même l'éducation des enfants. Oui, bien sûr. C'est une vision globale, hein, il faut voir la contraception comme une vision globale. C'est bien pour ça qu'on parle de planification familiale. Donc voilà, je voulais juste rappeler quand même certaines choses et pas tout de suite plonger dans les gros débats de est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que c'est un poison, est-ce qu'il faut... Voilà. Non, c'est super important, effectivement. Alors, comme Tu veux des chiffres? Exactement, tu sais que j'aime ça, j'aime les chiffres. Parlons de choses concrètes. De quoi on parle, surtout dans nos régions? Ouais, Je vais parler du Sénégal. Il faut savoir qu'au Sénégal, on pense que la prévalence, c'est-à-dire il faut savoir que la population féminine est majoritaire ici. Et contrairement à ce qu'on croit, l'âge du début de la sexualité est très précoce ici, il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas forcément lié au mariage précoce. Hein. Même dans la vie de tous les jours. Et malgré ça, on a une prévalence qui est autour de 26-27%, ce qui reste faible comparativement à ce qui se passe dans certains pays, notamment du Maghreb. Mais c'est mieux qu'en 2010. On a quasiment doublé. Donc pour nous, c'est un effort énorme, mais ça reste quand même assez faible. Et sur l'échelle mondiale, il faut savoir que, si vous prenez par exemple l'exemple de la France, malgré tous les moyens de contraception disponibles,
ils ont encore tous les ans un nombre incalculable de grossesses non désirées qui se terminent par des avortements, bon, dans les pays où c'est possible, des avortements, des interruptions volontaires de grossesse. Mais en Afrique, il faut savoir qu'il y a à peu près 100 millions de grossesses non désirées qui surviennent. Globalement sur le continent. Absolument. Et quand on dit grossesse non planifiée, non désirée, ça sous-entend que c'est souvent des grossesses qui se terminent de manière pas forcément médicalement assistée. Donc c'est souvent des interruptions de grossesse dans des pays où tout n'est pas autorisé tout le temps. Et donc, il faut voir derrière ça des complications possibles suite à justement des pratiques qui ne sont pas faites dans des conditions d'asepsie, c'est-à-dire de médical propre. Donc, on est encore, je pense, à un taux de prévalence qui est bas, et ceci entraîne, par la force des choses, des complications, encore chez la population féminine jeune, qui, elles, par contre, peuvent entraîner une répercussion sur la fertilité ultérieure. Très bien, le décor est planté, vous avez bien compris, là on est vraiment dans le vif du sujet et on parle vraiment de la contraception. Comme on vous l'a dit, on va parler de plusieurs types de contraception et on va commencer par la contraception dite naturelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est efficace? Ibrahim. La contraception naturelle, c'est, si tu veux, ce qui se rapproche le plus du cycle naturel. Alors, comme tu le sais, un cycle, c'est plus ou moins 28 jours. Pas chez toutes les femmes, mais en moyenne, c'est 28 jours. Et qu'on considère qu'autour du 14e jour survient l'ovulation. Et en fait, les méthodes naturelles consistent à surveiller son cycle pour pouvoir empêcher ou éviter en tout cas les rapports autour de cette période d'ovulation. Comment on le sait? Il faut savoir que plus on se rapproche de la période d'ovulation, la température corporelle de la femme augmente plus que la moyenne. Et donc, on va demander à ces femmes de prendre leur température tous les jours, le matin, au réveil, toutes seules, avant d'avoir fait le moindre mouvement. C'est-à-dire qu'il faut, au lit, il faut que le thermomètre soit à côté. Dès qu'elles sont réveillées, il faut qu'elles prennent la température. Une fois que tu fais ça sur un cycle, tu vas avoir une espèce de référentiel. Et donc, les jours ou les matins où ta température va augmenter, ben, tu sauras que l'ovulation se prépare. Et donc, les femmes évitent les rapports pendant cette phase-là. Deuxième moyen, qui est un peu plus simple, j'allais dire, c'est qu'à l'approche de l'ovulation, donc, le corps sécrète de la glaire. Cette glaire cervicale se manifeste comme des pertes, mais qui n'ont pas d'odeur, qui n'ont pas de couleur. C'est vraiment des sécrétions purement physiologiques qui sont très claires. Et donc, à l'approche de l'ovulation, ces sécrétions sont un peu plus abondantes. Et beaucoup de femmes peuvent le percevoir, peuvent parfaitement examiner cette glaire et savoir que la période d'ovulation approche. Et donc, toutes ces méthodes un peu naturelles consistent à éviter les rapports durant cette période-là. Alors, très souvent, en fait, les méthodes naturelles consistent à associer d'autres moyens, notamment le coït interrompu, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour justement augmenter les chances que ça fonctionne. Mais statistiquement, si on prend toutes les méthodes contraceptives qui existent chez toutes les femmes, les méthodes naturelles sont celles qui marchent le moins bien, clairement. Et c'est vraiment aléatoire. Ouais. C'est aléatoire. C'est en fait, quand tu appliques une méthode en médecine, il faut qu'elle soit fiable et reproductible. Si j'invente demain un médicament qui ne fonctionne que chez Karel ou chez Hawa, bon, c'est très bien pour Karel et Hawa, mais pour les autres, ça ne marche pas. Et donc, ce qui fonctionne très bien chez une femme, chez 5, 10, 15, 100, peu importe, mais qui n'est pas reproductible à l'échelle d'une population qui soit statistiquement significative, ça ne sert à rien. Et le fameux coït interrompu? Alors, le coït interrompu, c'est une méthode contraceptive. C'est celle que nous recommandons, nous, chez l'homme, le moins, clairement. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire vraiment confiance à son partenaire pour lui demander de se retirer avant le feu d'artifice, puisque ça, beaucoup de couples l'appliquent, mais statistiquement, ça ne marche pas très bien. Et puis moi, je me souviens qu'à l'école, on nous a bien... Enfin, à l'école, quand j'étais, je pense au lycée, on nous parlait de sexualité. Et en fait, on a la possibilité de tomber enceinte, non pas qu'avec le sperme, l'éjaculation à la fin,
il y a tout un tas de sécrétions qui Oui, sont... on appelle le liquide séminal. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans le sperme nagent les spermatozoïdes. Ouais, ok. C'est du liquide et du concentré. Ouais. Alors, il arrive parfois que dans le liquide... Alors en cuisine Ça te parle. Il arrive parfois que dans ce liquide-là, il échappe un ou deux spermatozoïdes. Des gens un peu plus vifs, ok. Donc, coït interrompu, oui. Est-ce que c'est fiable? Non. Est-ce qu'on le conseille pour un couple qui veut une contraception fiable? Clairement, non. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la question sur les méthodes méthodes naturelles. En gros, oui, ça existe, on a compris ce que c'est, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Voilà. Ça peut être efficace pour certaines personnes, mais ça ne marcherait pas, c'est pas un modèle reproductible sur un grand nombre de femmes. Ouh, j'ai bien compris ma leçon. Vous êtes prévenus. On va passer à la suite, la contraception dite hormonale. Bien. Alors, la contraception hormonale, elle se calque exactement sur le cycle menstruel. Ok. C'est-à-dire que le but, c'est d'apporter une hormone qui va bloquer l'ovulation et donc empêcher la survenue d'une grossesse. D'accord. La pilule, les injectables, on appelle l'injectable, l'implant, les patchs, l'anneau. L'anneau, en quoi ça consiste? Alors, l'anneau vaginal, c'est une espèce d'anneau en silicone en fait qui contient une hormone qu'on va insérer dans le vagin et qui va libérer de l'hormone tous les jours au même titre qu'un implant ou au même titre qu'une pilule qu'on va avaler. Sauf qu'on n'a pas à se soucier de le prendre. C'est comme le patch un peu. C'est-à-dire vous collez le patch puis ensuite ça libère la quantité d'hormones et ça fonctionne un peu pareil pour le stérilet. Parce qu'il existe des stérilets qu'on place et qui sont donc stérilés hormonales et qui va tous les jours libérer la quantité d'hormones suffisante pour bloquer le cycle. Mais le stérilet en lui-même, il est déjà contraceptif. Oui. Parce que là, du coup, j'ai le stérilet qui est déjà un mode de contraception, mais tu en as aussi qui diffusent de l'hormone. Oui. C'est-à-dire que le stérilet est chargé en hormones et il va diffuser tous les jours une quantité suffisante pour bloquer les règles. Bloquer les règles, en tout cas bloquer l'ovulation. Ok. Après, la contraception hormonale, comme je vous le disais en introduction, fait énormément de débat depuis quelques années, parce que, bien évidemment, il y a des accidents. Aucune contraception n'est sans effets secondaires. C'est comme tout médicament. Il ne faut pas oublier que la contraception, c'est un médicament. Et donc, comme tous les médicaments, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut savoir qu'il n'existe pas une contraception idéale pour tout le monde. Oui, bien sûr. Et très souvent, d'ailleurs, quand on prend statistiquement 100 femmes, dans les 3 mois, il y en a à peu près 60 qui sont susceptibles de changer de méthode contraceptive. Parce qu'elle ne convient pas, parce que les effets secondaires, etc. Ouais. Donc, le problème n'est pas forcément lié à la méthode, mais c'est juste qu'elle ne convient pas à cette personne-là. Surtout, des fois, pour la même femme, des fois, on peut... voilà, changer, les circonstances, le nombre de bébés, je sais pas... Font qu'on passe d'une contraception à une autre, absolument, oui. Absolument. Et je pense que c'est le bon moment pour rappeler quand même que la contraception, c'est quand même un process qui s'envisage et qui s'exécute avec un médecin. Oui, c'est pas on va pas au supermarché, quoi. Parce qu'il y a des questions à se poser, voilà, c'est par rapport à la façon dont on vit, quoi, carrément. Oui, absolument. Il y a des questions à poser et l'interrogatoire que doit faire le médecin est extrêmement important parce que c'est au cours de cet interrogatoire-là qu'on recherche les facteurs de risque chez ces patientes et qu'on arrive à leur éviter de prendre un type de pilule qui pourrait justement les exposer à certaines complications assez graves, comme les thromboses, etc. Donc on peut avoir les thromboses, par exemple, à cause de la contraception, à cause de la pilule? Oui. Le risque de thrombose en prenant une pilule, il existe. Est-ce que tu peux redéfinir la thrombose, c'est ce que j'allais dire. La thrombose, pour faire simple, vous avez du sang qui circule dans les vaisseaux. Et la thrombose, c'est quand il y a dans ce vaisseau-là un caillot qui se forme et qui bloque et qui est largué. C'est-à-dire que non, pas qui bloque forcément, soit qui retarde, soit qui ralentit la circulation veineuse. C'est pour ça que beaucoup de femmes d'ailleurs qui prennent la pilule parfois vous disent j'ai l'impression d'avoir les jambes lourdes ou j'ai l'impression d'avoir des varices. Enfin bref,
Mais c'est des caillots qui se forment dans le sang. Et ça, c'est essentiellement dû à un type d'hormone qui est présent dans la pilule. Quand vous prenez une pilule, il y a généralement 2 types d'hormones, l'estradiol et la progestérone. La quasi-totalité des risques graves sont liés à l'estradiol. Ok. Donc, quand vous prenez une pilule qui ne contient pas d'estradiol, vous limitez Ces risques-là. ces risques-là. Et savoir qui doit prendre quoi, c'est l'interrogatoire. Au cours de cet interrogatoire. Et donc, il est extrêmement important de bien pouvoir examiner la patiente, de bien interroger, savoir s'il y a des facteurs de risque ou pas, parce que le risque de thrombose, effectivement, il n'est pas négligeable. Mais, quand une patiente vous dit « je ne veux pas prendre la pilule parce que je risque de faire une thrombose », si vous faites une grossesse, le risque de thrombose est multiplié par 6 ou 8. Une question qui revient très souvent, c'est la prise de poids après la pilule. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce que ce sont les personnes là qui mangent trop? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Oui, il existe un type de pilule qui augmente effectivement la prise de poids, c'est clair. C'est dû à quoi? Encore une fois, cette hormone. Donc la prise de poids, oui, c'est une réalité. Est-ce qu'elle est spectaculaire? Non. Je veux dire, si tu prends 10 kilos en 2 mois de pilule, c'est qu'il y a un problème autre que la pilule. Ouais. Bon. Mais ce qui se passe en fait souvent, c'est que c'est souvent des femmes qui, pour prendre un peu ce qu'on voit toujours... Attention à ce que tu vas dire. Hein. Je fais attention à ce qu'on dit. Franchement, fais très attention. Accouchement, après l'accouchement, pilule, ou en tout cas un type de pilule, sauf qu'on a accouché, on s'occupe de bébé, on fait moins d'activités, on bouge moins, donc forcément on est plus souvent à la maison, et donc à la maison, c'est-à-dire à la cuisine, et donc on prend du poids, et forcément il faut trouver un coupable, et donc c'est souvent la pilule. Souvent la pilule. Voilà, mais effectivement, il ne faut pas nier qu'il existe un type de pilule qui augmente la prise de poids, c'est vrai, mais pas que. Ok. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit, quand on prescrit une pilule et qu'on revoit les patientes quelques mois après et qu'on note qu'il y a une prise de poids, on ne saute pas tout de suite sur la pilule, on interroge, on essaie de voir s'il y a eu un changement dans la vie. Un bébé, c'est un petit changement C'est quand même un changement. Pas mal comme changement, effectivement. Mais une des questions qui revenait aussi très souvent, c'était quand même le lien qu'il pouvait y avoir entre la pilule et les boutons. Alors, il y avait 2 questions différentes. C'était est-ce que le fait de prendre la pilule peut augmenter ma propension à avoir des boutons? Et une question un peu à l'inverse. Voilà. Est-ce qu'on peut me prescrire une pilule? Est-ce que je peux prendre une pilule pour avoir moins de boutons? Prescription de pilule pour l'acné. Première question, oui. Certaines pilules peuvent avoir comme effet secondaire l'apparition d'une éruption cutanée. Toujours l'estradiol? Toujours l'estradiol, ok. Et dans ce cas-là, il faut changer la pilule et l'adapter. Okay. Donc c'est vrai. Mais encore une fois, toute éruption cutanée chez une femme qui prend la pilule ne signifie pas que c'est la pilule. Ensuite, la pilule dans le traitement de l'acné, c'est un vrai sujet, oui. C'est une vraie indication. Okay. Parce qu'on a l'impression que l'acné, c'est une histoire d'ado. Mais il faut savoir que l'acné touche en moyenne 30 à 40% des femmes autour de 40 et 45 ans. C'est pas vrai. Oui, on en voit beaucoup en consulte. Et tout ceci s'explique assez facilement, parce qu'il faut savoir que la femme fabrique au niveau de ses ovaires des hormones masculines, tout comme l'homme fabrique des hormones féminines. On a un peu d'hommes en nous. Voilà. Et donc, chez certaines femmes qui en fabriquent un peu trop, cet excès d'androgène peut se manifester par une éruption cutanée comme l'acné. Et le but de la pilule, c'est justement de freiner cette sécrétion d'androgène et de ralentir cette poussée acnéique. Quelle est la différence entre les pilules? Parce qu'il y a plusieurs marques de pilules. Pourquoi on va en prescrire une plus qu'une autre? J'ai envie de te faire une métaphore culinaire. C'est exactement comme tu fais une recette de cuisine. C'est-à-dire que tu fais un dosage, tu mets moins de lait, moins de sucre, peu importe. Et toutes les pilules n'ont pas ces fameuses deux hormones. Toutes les pilules n'ont pas le même dosage. D'accord. Il y a un dosage de la première et un dosage de la deuxième. Et le but, justement, c'est de jongler entre ces différents dosages-là. Est-ce qu'il faut baisser, est-ce qu'il faut augmenter?
D'accord, donc c'est en consultation qu'on peut Exactement. savoir laquelle... En fonction des signes qu'elle présente et des symptômes qu'elle présente, on sait s'il faut baisser en dosage ou si au contraire il faut augmenter. D'accord, C'est sympa comme métier, hein? franchement. C'est ma façon de faire de la cuisine, mais je suis tellement nul. Non, mais t'es un chef. Ibrahim, tu es un vrai chef. En cuisine, peut-être pas. Non. Chacun sa cuisine. Oui, c'est exactement ça, exactement. Donc dans les questions, on avait la prise de poids, on avait les boutons et on avait également la libido. Extrêmement important. Ah Ouais. oui, oui, oui. Est-ce que la prise d'une contraception hormonale peut baisser la libido? Et il y avait une question qui m'a dit que... Il y avait une personne, pardon, qui m'a dit qu'elle n'avait plus d'orgasme. Est-ce que ça peut être dû à une prise particulière Ça va loin. de contraception hormonale? La réponse est oui. Ouais, hein. La réponse est Mais oui. ça joue sur le corps, donc... Ça joue sur le corps et je vais même un peu plus loin. On peut même avoir un petit syndrome dépressif sous pilule. D'accord. C'est pas exclu. Et là, pour le coup, c'est pas l'ostradiol, c'est l'autre, la progestérone. Ok. Voilà. C'est d'ailleurs pour cette raison que les femmes qui accouchent, qui sont dans le postpartum, elles ont encore beaucoup de progestérone. Et c'est ce qui explique que pendant cette phase-là, bon, on n'est pas forcément, on n'est pas forcément au top De sa forme, de son envie, ni de sa libido. de sa libido. Voilà. Et ben la pilule, c'est pareil. Vous allez avoir un type de pilules qui vont avoir justement trop de progestérone. Et effectivement, la baisse de la libido, c'est un symptôme extrêmement important. Dès que le symptôme est présent, dès que la patiente manifeste ce signe-là, il faut, à mon avis, tout de suite la changer. Ok. Parce qu'on peut très vite... Ouais. C'est important de le dire parce que c'est le genre de choses qu'on n'a pas. Enfin, on n'a pas forcément ce genre de réflexe. On a tendance à se dire à culpabiliser. Quelque chose, Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ouais. Pourquoi j'ai pas envie, etc. Pourquoi mon mari il me boude, etc. Et Ouais. en fait, ça peut être juste la prise de cette Ah, absolument. pilule-là. Donc ça, c'est un vrai symptôme. Hein. C'est pas de la... C'est important de pas le dire, ouais. du fantasme. La perte de la libido, ou la baisse de la libido en tout cas, peut se voir effectivement sous certains types de pilules. D'accord. Très clair. C'est clair pour moi. Moi aussi. C'est clair pour vous? C'est clair pour vous. On avait flagué deux relations, contraception hormonale et fibrome, et contraception hormonale et endométriose. Alors pour les deux, endométriose et fibrome, ce qui convient le mieux, c'est la contraception hormonale, Ok. clairement. Le dispositif intra-utérin, en tout cas non hormonal, n'est pas forcément indiqué dans l'endométriose, D'accord. voire même pas du tout. Ouais. Pour les fibromes, selon le type de fibrome, la position, la localisation, etc., effectivement, la contraception hormonale reste quand même celle qui est le mieux indiquée. D'où l'importance du fameux interrogatoire. Absolument. Absolument. Après, vous verrez toujours des femmes qui ont des fibromes et qui ont quand même un dispositif intra-utérin, sans hormones, c'est tout à fait possible. Mais cela suppose que la cavité dans laquelle doit s'insérer le stérilet, pardon, Oui. soit libre. Je pense qu'il y a quand même un aspect qui est ultra important et qu'il faut qu'on aborde avant de passer à la contraception non hormonale, c'est quand même le fameux retour à la fertilité. Ouais. C'est quand même des questions qui revenaient souvent et qui étaient spécifiquement tout le temps liées à la contraception hormonale. Ouais. Est-ce que le fait de prendre la pilule au début du mariage, après un premier bébé, en tout cas, les circonstances changeaient, mais en tout cas, c'était toujours ça. Est-ce que le retour à la fertilité, enfin, est-ce que ça impacte ma fertilité après? Alors clairement, est-ce qu'on peut prendre une pilule avant d'avoir des enfants? Oui. Est-ce que en prendre peut entraîner une baisse de la fertilité ultérieure? Non. Répète-le. Prendre la pilule Regarde la caméra. prendre la pilule avant d'avoir eu des enfants ne signifie pas que vous allez avoir des problèmes après pour faire des enfants. Okay. C'est important. Très. L'élément clé, c'est l'âge. L'âge, absolument. Si vous démarrez une pilule à 38 ans et que vous en prenez pendant 5 ans et qu'à 46 ans, on a envie de faire un enfant, c'est plus compliqué. Ouais. C'est pas la pilule, en fait, le problème. Mais voilà. prendre une pilule, et ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit beaucoup de jeunes mariés, femmes, qui viennent nous voir en consulte et qui sont terrorisés à l'idée de prendre une contraception type pilule parce qu'il y a des croyances qui font que quand je vais l'arrêter dans 6 mois, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Donc ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut effacer. Oui, c'est Clairement, un mythe. Non. Prendre la pilule ne baisse pas vos chances d'avoir des enfants plus tard. Ensuite, sur toutes les méthodes, puisqu'on parle un peu de la pilule, donc les méthodes hormonales,
Le retour à la fertilité, il est plus rapide quand c'est une pilule, en 1. En 2, il y a le fameux stérilet hormonal. Et en dernier, quand même, c'est l'injectable, cette fameuse piqûre qu'on fait une fois tous les 3 mois, voire maintenant une fois par mois. Le retour à la fertilité pour les injectables, il est le plus long. Mais pour la pilule et pour les patchs et le stérilet hormonal, en moyenne, le retour à la fertilité devient normal, comme Madame Tout-le-Monde qui n'a jamais pris de pilule, entre 6 et 8 mois, voire même avant. C'est peut-être ce 6 mois qui peut ralentir en se disant « Ah, j'arrête la pilule, mais je dois attendre encore 6 mois pour pouvoir retomber enceinte. » Et c'est pour ça justement que je voulais te poser la question par rapport à la prise de la pilule quotidienne à la même heure. Pourquoi à la même heure? Oui, je vais juste répondre par rapport avant aux 6 et 8 mois. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand la femme décide de prendre une pilule, pour une raison bien donnée, quand elle arrête la prise de la pilule, qu'on le veuille ou non, très souvent, les mois qui suivent, il y a une espèce de sentiment de culpabilité qui s'installe dans la tête des femmes. Ah ouais? Oui, et c'est pour ça que les 6 mois deviennent 6 ans dans la tête souvent, parce qu'on a l'impression... peut-être que si je ne l'avais pas prise, je serais enceinte plus longtemps. En fait, non. C'est comme ça, c'est la nature. Si vous prenez un couple qui ne prend pas de pilule, si la femme ne prend pas de pilule et qui décide de faire un bébé tout de suite, il faut se donner parfois 6 mois avant que le bébé n'arrive, sans prise de pilule, même quand tout va bien chez monsieur et chez madame. Ouais. Donc ça, c'est important à le répéter. Les 6 mois qui suivent, c'est juste la nature. C'est comme ça. Après, la prise quotidienne à la même heure, parce que le comprimé va diffuser, libérer la quantité d'hormones qui va couvrir une certaine durée. Et au-delà de cette durée, on n'est plus couvert. Quoi. Un flottement. Il y a un flottement. Et s'il y a câlin pendant le flottement, on n'est pas forcément couvert. Attention. Attention. Accident. Donc, pour une meilleure prise, c'est idéalement tous les jours à la même heure. Après, à la même heure, on n'est pas à 10 minutes près. Hein. Il y a toujours un battement. Je pense qu'on a tout, madame. Oui, bon, après, il y avait de la stérilité. Hein. Il y en a beaucoup qui se posent la question, à savoir est-ce qu'on prend, en prenant la pilule pendant un certain temps, est-ce qu'on peut devenir stérile? Tu as répondu. Je précise quand même que la pilule, elle a plus de 50 ans. Donc, si la pilule rendait stérile, effectivement, on serait peut-être pas là. Voilà, aujourd'hui, à parler tous ensemble. Clairement, non. Magnifique table. Il existe des effets secondaires, on en a parlé, des avantages, des effets secondaires qu'il faut impérativement rechercher pour toute patiente. Mais non, clairement non. Il n'y a pas de lien entre prise de pilule et stérilité, clairement pas. Non. Bon, pour continuer sur le sujet de la contraception hormonale, moi j'ai une grande question. Est-ce que, sur le long terme, la prise d'une contraception hormonale peut avoir des risques? La réponse est oui. Effectivement, prendre la pilule au long terme peut exposer à certains risques, parce qu'on n'a pas parlé de cancer, on va parler de cancer du sein, etc. etc. Mais c'est un risque qui existe. Le message le plus important, c'est de savoir quelle pilule donner à qui. Il y a des femmes à qui on va pouvoir donner une pilule pendant plusieurs années, même après la ménopause. Et pour d'autres, absolument. Pourquoi? Oui, j'allais te dire. Mais quel est le but de cette action? Donner une pilule chez une femme ménopausée va permettre d'abord de supprimer les signes et les symptômes liés à la ménopause. La ménopause, ok. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de complications qui surviennent après la ménopause. Vous savez que les hormones que vous fabriquez contribuent, entre autres, à solidifier vos os. Et quand on fabrique plus ces hormones, on a des os un peu plus fragiles. Et donc, les femmes qui sont à risque, par exemple, chez qui il existe un risque de cancer du sein, clairement, on ne préconise pas une pilule, ou en tout cas une contraception hormonale, pour un certain type d'hormones sur une longue durée. Donc, pour le savoir, ces risques-là par rapport au cancer du sein, c'est antécédents familiaux, par exemple. Absolument. Et tout ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure, l'interrogatoire, hyper important. Qui est en face de nous, quels sont les risques, la maman, la tante, etc. Donc, ça fait une espèce d'interrogatoire un peu policier, mais ça nous permet de cadrer et pouvoir lui proposer ce qui lui conviendrait le mieux. Il y a
Une méthode dont on n'a pas parlé dans la contraception hormonale. Et qui est revenue vraiment souvent dans nos questions aussi, c'est quand même la fameuse contraception d'urgence. Alors, docteur, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on parle de la pilule du lendemain, n'est-ce pas? Oui. Alors, la contraception d'urgence, c'est une contraception d'urgence. D'urgence, voilà. Quand on prend une contraception d'urgence tous les mois, c'est une catastrophe absolue. Répète. Une contraception d'urgence, c'est une contraception d'urgence. De grâce, pas de pilule du lendemain, tous les mois. Tous les lendemains. C'est une Je te jure, catastrophe absolue. Tu peux expliquer pourquoi, Oui, justement? je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on va faire un peu de physiologie, c'est-à-dire que quand il y a ovulation, l'ovule est pondu par l'ovaire, il est attrapé, littéralement, capté par la trompe, et l'ovule, si tu veux, la fameuse métaphore, a une place de parking très bien connue dans la trompe. Faut imaginer tout ça. Voilà, l'ovule capté par la trompe. Exactement. Qui gare tranquillement le... Et la métaphore ne s'arrête pas là. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Et donc, une fois que l'ovule est dans cette place de parking, il va attendre gentiment que le spermatozoïde arrive. Quand le spermatozoïde arrive, il y a fécondation, donc il y a la formation de l'embryon dans la trompe. Une fois qu'il est formé, il va faire un parcours, il traverse toute la trompe et il revient dans l'utérus. Donner une pilule du lendemain, c'est imaginer une voiture qui est mal stationnée et à qui on met un sabot. C'est-à-dire que la pilule du lendemain va empêcher que cet embryon-là fasse son parcours dans la trompe pour descendre dans l'utérus. Ce qui se passe, c'est qu'il est bloqué. Donc il va grandir bloqué jusqu'au moment où la croissance de l'embryon devient supérieure à la taille de la trompe. Et donc, ça fait ce qu'on appelle une grossesse la fameuse extra-utérine. Et c'est, on l'a rappelé souvent dans nos vidéos, c'est l'urgence absolue en gynécologie. Parce que ça se termine très très mal quand c'est pas... Il y a un risque vital. Bien sûr. Donc, la contraception d'urgence, quand ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, dans le meilleur des cas, je dis bien, dans le meilleur des cas, vous faites quand même votre grossesse. Ouais, c'est le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est une grossesse extra-utérine. Et donc, chez toute femme qui prend une pilule du lendemain, même si elle saigne, pour des règles, il faut toujours faire un test de grossesse. D'accord. Ça, c'est une information hyper importante. Grave. Mais donc, j'ai eu un rapport, j'ai pris une pilule du lendemain, j'ai eu mes règles quelques jours après, toujours faire un test de grossesse. Parce que ça peut ne pas être des règles. Effectivement. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Là, vous êtes prévenus, encore une fois. Je pense qu'on a tout dit. Sur la contraception d'urgence, non, il faut savoir que le stérilet, peut être utilisé en contraception d'urgence. Le stérilet? Oui. Mais le stérilet, tu prévois de le poser? Non, justement. C'est que le stérilet peut être posé dans les 4 à 5 jours qui suivent un rapport supposé être fécondant. Je m'explique. On a eu un rapport, on pense qu'on est dans la période d'ovulation. La pilule du lendemain se prend idéalement dans les 72 heures. Et donc, le stérilet peut être posé dans la fenêtre 4-5 jours qui ont suivi le rapport supposé être fécondant. C'est une information de taille. Je ne savais pas, tu savais? Donc c'est quand même très différent. C'est-à-dire que c'est une information importante, mais il faut quand même noter que, contrairement à la pilule où il faut juste prendre le comprimé avec un verre d'eau, le stérilet, il faut aller chez le médecin. Donc c'est quand même pas la même accessibilité. Mais on peut utiliser effectivement le stérilet contraception d'urgence. Et ce serait le stérilet hormonal? Non, stérilet sans hormones. Sans hormones. Au cuivre. On en apprend tous les jours. Chacun son métier. Voilà, chacun son métier. Ok, moi, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Pour moi, tu as fait un rapport non protégé qui peut être à risque. La solution, c'est la prise de la pilule du lendemain, donc la pilule d'urgence, à prendre en cas d'urgence. Mais le stérilet, sincèrement, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. On ne le fait pas beaucoup en pratique, parce qu'il faut consulter rapidement.
Très souvent, dans ces contextes-là, on n'a pas forcément envie de dire qu'on a eu un rapport supposé... Enfin, je contextualise un peu le débat. Mais effectivement, l'accessibilité à ce stérilet est moins facile qu'une prise de pilule du lendemain. D'ailleurs, je trouve que le stérilet est victime de son nom. Oui. Ah non, mais c'est très dommage. Mais c'est très français, ça. Mais pourquoi? Parce que... on peut pas changer. Non, il n'y a que les Français qui appellent ça stérilet. Oui, D'ailleurs, parce que- ça s'appelle un dispositif intra-utérin. Ouais, un DIU, c'est Voilà. ça c'est... Les Anglais appellent ça IUD, c'est-à-dire que c'est un dispositif intra-utérin Et c'est totalement ça. qui est très différent quand vous dites à une femme, je vous mets un stérilet, ce qui sonne, mais c'est stérile. stérile et on n'a pas forcément envie de... Qu'est-ce que tu peux te dire sur... Alors, le Ouais. stérilet, donc, c'est une méthode de contraception extrêmement efficace, même si on entend beaucoup de choses sur le stérilet, qui est sans hormones. Donc, on parle du stérilet au cuivre. Et en fait, ce stérilet, qui a la forme d'un T, il va venir être inséré, il est inséré dans la cavité de l'utérus. Donc, l'insertion n'est pas douloureuse, normalement. Quand c'est bien fait. C'est fait. bien fait. Elle n'est pas douloureuse en principe. Et ce dispositif-là, une fois qu'il est inséré dans l'utérus, du fait de sa disposition en T, va faire un barrage à la montée des spermatozoïdes. D'accord. Et surtout, le cuivre qui entoure le stérilet va avoir un effet toxique sur les spermatozoïdes. Sur les spermatozoïdes. Hein. Pas sur la femme, Non, pas mais du tout. Sur les spermatozoïdes et donc empêcher ces spermatozoïdes de pouvoir aller féconder l'embryon. Ok. L'ovule, cuivre, pardon. C'est pas une matière choisie au hasard. Non, ce n'est pas une matière sur du hasard. Et méthode extrêmement efficace. 2, sans hormones, ce qui n'est pas négligeable. Même si le risque 0 n'existe pas. Ouais. Mais si vous prenez le 1er janvier 2021 100 femmes à qui vous mettez sans stérilet, au 31 décembre 2021, il y en a peut-être une qui fera une grossesse. Ce qui est quand même... Mais ça arrive quand même, ça. Oui, mais- ça arrive. Ok. Le fameux bébé qui naît avec le stérilet dans la main. Bon, c'est- ça c'est clairement un mythe. Ça, hein. franchement, Voilà, on le voit partout, mais ça n'existe c'est pas. un ça, peu hein. faux. Hein. Mais donc, le risque 0 n'existe pas, mais ça reste quand même une contraception extrêmement efficace, que moi je préconise d'ailleurs beaucoup. Bien sûr, comme tout, avantages, inconvénients, mais oui. Excuse-moi de te couper. Parce que, bon, voilà, c'est quand même une des questions qui est revenue souvent. Un des inconvénients, c'est quand même, et on ne s'en doute pas quand on n'est pas dans ces situations-là, c'est qu'on saigne beaucoup. Et quand je dis on saigne beaucoup, en général, j'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal que... Pendant plusieurs mois après la pause. Oui, il y a deux choses. J'ai des règles beaucoup plus abondantes et je saigne plus longtemps. Alors, est-ce que c'est normal? Alors, je vais t'expliquer. Merci. Ibrahim, tu es là pour ça, Ibrahim? Deux cas de figure. Quand vous prenez une femme qui a eu une contraception hormonale, une pilule, il faut savoir que l'utérus, en temps normal, sans contraception, il se contracte. C'est un muscle, hein, l'utérus. Tous les mois, quand vous allez avoir vos règles, l'utérus va se contracter. C'est ce qui permet un peu d'évacuer le sang. Quand vous prenez une pilule, il se contracte moins. Le sang sort quand même. Ouais. Mais la pilule va ralentir, diminuer les forces des contractions utérines. Si vous prenez une femme qui a toujours pris une pilule et qui, à un moment, bascule sur un stérilet, c'est sûr que le stérilet, il ne bloque pas les contractions. Donc, en fait, ce n'est pas le stérilet qui augmente ces contractions-là. C'est juste l'utérus qui reprend Son activité son normale. activité normale. Mais comme on était sous pilule, on a l'impression qu'on a plus mal, en fait, non. C'est une impression un peu biaisée. En revanche, effectivement, le stérilet peut allonger la durée des règles, aussi bien en durée qu'en quantité. Généralement, on arrive un peu à juguler tout ça sur plusieurs cycles, mais quand on met un stérilet et qu'il y a des règles très abondantes sur plusieurs cycles, aussi bien en quantité en fréquence jour et en quantité, il faut toujours quand même jeter un coup d'œil au stérilet et vérifier qu'il n'y a pas un Plusieurs problème. cycles.
trop de cycles, ce serait à partir de combien? Nous, on se donne toujours au moins 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Le temps que Après la l'organisme, pause. voilà, le temps que l'organisme un peu s'approprie la chose. D'accord. Après, vous pouvez avoir des femmes qui vont saigner abondamment 3 mois et qui ensuite vont saigner plus. Et quand on les revoit, on consulte, on remarque juste qu'il y a un stérilet qui est un peu plus bas, ou en tout cas D'accord. que ce saignement n'est plus lié uniquement à la présence du stérilet, mais ce saignement est lié à une position du stérilet qui n'est pas normale. D'accord. Donc effectivement, ces contractions ou ces douleurs existent quand on met un stérilet. Le saignement est un peu plus abondant, c'est vrai, mais généralement, c'est des choses qui rentrent dans l'ordre quand même dans les 3 à 6 mois. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, il faut quand même rappeler que oui, ça marche, mais un stérilet, ça se surveille. Okay, ça se surveille. C'est pas, C'est-à-dire vous ne l'avez pas mis et vous l'oubliez. En fait, un D'accord. stérilet, il faut aller voir le gynéco et vérifier qu'il est bien en place, qu'il n'est pas descendu, qu'il n'est pas remonté et que voilà, il n'y a pas des. Qui est toujours dans la bonne position. Exactement. Oui, clairement. Après, on ne demande pas à ces patients de venir en consulte tous les Tous mois. les hein. mois, oui, non, bien sûr. Généralement, on fait un premier contrôle après les premières règles, et puis ensuite entre 3 et 6 mois. Mais après, c'est une surveillance qui est relativement classique. Ouais. Mais effectivement, c'est le profil de profil contraceptif qui est aujourd'hui extrêmement utilisé, parce que justement, tout le monde n'a plus envie forcément de prendre d'hormones. Des hormones, c'est ça? Et donc, on s'oriente un peu vers les contraceptions non hormonales, et effectivement, le stérilet prend toute sa place. Et il existe aussi beaucoup de mythes qui ont été un peu démontés avec cette histoire de stérilet, puisque on pensait très souvent qu'une femme n'ayant pas eu d'enfant ne peut pas mettre de stérilet. Je vais te poser cette question, justement. En fait, si. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de laboratoires maintenant qui font pas mal de formes et de tailles de stérilets différents, oui, comme le partenaire qui nous accompagne aujourd'hui. Et l'avantage, en fait, d'avoir ces différentes tailles, on va pouvoir adapter chaque type de stérilet aux patientes. Est-ce que c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant? Est-ce que c'est une femme qui a juste 2 enfants? Est-ce que c'est une femme qui en a 6 ou 7? Etc. Et donc, ça, c'est quand même un panel à la disposition du gynéco qui est Oui. extrêmement important. Ouais. Donc oui, on peut mettre un stérilet même sans avoir eu d'enfant. Alors effectivement, dans le langage habituel, on a tendance à dire que le stérilet, c'est une contraception longue durée. C'est-à-dire qu'on met généralement un stérilet quand on sait qu'on veut une contraception sur plusieurs années. Généralement, quand le laboratoire vous dit 3 ans, c'est qu'on peut le garder un peu plus longtemps. Mais il est tout à fait logique et possible de mettre un stérilet pour 1 an. J'avais une question qui est quand même très importante. Est-ce que le stérilet peut se sentir pendant un rapport sexuel? La réponse est non. S'il se sent, c'est qu'il n'est plus en position normale. Après, il faut savoir que le stérilet, il se termine par un fil. Ce fil, c'est ce qui nous permet, nous, de le retirer. De le retrouver. De le retrouver et de le retirer. Où es-tu? Et généralement, quand ce fil est coupé un peu trop long, effectivement, on peut le sentir pendant les rapports. Mais c'est un détail qui se règle très rapidement sans toucher au stérilet. D'accord. Okay. Question qui revient souvent. Le fameux retour à la stérilité, la stérilité, voilà, très bien. Le fameux retour à la fertilité, une fois qu'on l'a retiré ce stérilet, voilà, de toutes les méthodes contraceptives, le stérilet, le dispositif intra-utérin au cuivre, est celui pour lequel le retour à la fertilité est le plus rapide. Oui, parce que techniquement, comme c'est mécanique, une fois que tu l'as Techniquement, enlevé... rien ne s'est arrêté dans le corps. Ouais. Tout fonctionne normalement, c'est juste que On enlève le temps. Donc, retour à la fertilité extrêmement efficace. Et en termes de timing, disons que quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, par exemple, à quel moment, une fois qu'elle a l'accord du gynéco évidemment, mais à quel moment elle peut se voir poser un stérilet? Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des partenaires qui ont plusieurs types de stérilés. Par exemple, je sais qu'aux États-Unis, ils font beaucoup des stérilés, poses de stérilés juste après l'accouchement, parfois même pendant la césarienne. What?
Oui, c'est-à-dire qu'ils insèrent le stérilet même pendant la césarienne. Ça veut dire zéro chance. Voilà. Non, Et- c'est-à-dire que le retour de couche, il est... Non, c'est un stérilet sans hormones, donc ça ne change rien à ton organisme, mais quand tu disposes de plusieurs types de tailles de stérilets, tu peux décider, toi, du temps pendant lequel tu veux le remettre. Donc, ou un mois, après les fameuses 6-8 semaines, ou dans le postpartum immédiat, c'est possible. Mais logiquement, enfin, en pratique courante, c'est dans les 6 à 8 semaines. Mais Ah, quand même, dans les 6 à 8 semaines après, on peut... oui, complètement, oui. Oui. Absolument. Après, on peut le mettre parfois Ouais, tout de suite, là. Ouais. Est-ce que le stérilet peut faire prendre du poids? Le stérilet au cuivre, non. Clairement, non. Aucun lien. Aucun lien. Madame, vous avez mangé. Arrêtez les crêpes. Voilà, arrêtez les recettes. Est-ce que les gynécologues ici placent des stérilets? Les sages-femmes sont habilitées à poser des stérilets. Répète, répète, répète. Les sages-femmes sont habilitées et formées à poser des stérilets Voilà. et pratiquement à toutes les méthodes contraceptives. Aussi bien stérilet qu'implant. Vous n'avez donc aucune excuse. Voilà. Donc ici ou ailleurs, il est très possible de poser donc ce type de contraceptif. Je voudrais quand même mettre en avant une question que j'ai trouvée très intéressante qu'on a reçue, Karel et moi, qui était de savoir pourquoi la contraception est considérée comme une affaire de femmes. Moi, je ne l'ai pas reçu, cette question. Mais toi, t'es un bonhomme. C'est ça. C'est nous les femmes. Donc elles arrivent peut-être plus à se livrer à nous, tu vois. Mais effectivement, pourquoi la contraception est considérée comme une affaire de femmes? Doc? La contraception n'est pas une affaire de femmes. Ouais. Ouais, d'accord. Mais elle est considérée. Considérée. Une contraception se choisit normalement à deux. C'est le couple qui choisit la contraception. Répète. C'est le couple qui choisit sa contraception. À deux. À deux. D'accord. Tous les couples n'ont pas la même vie. Tous les couples n'ont pas forcément... un exemple qui me vient, encore une fois, on contextualise un peu. Si tu considères un couple polygame, par exemple, qu'on en a beaucoup ici, tu ne vas peut-être pas forcément proposer la même contraception qu'un couple monogame Ouais. où les rapports vont être plus réguliers. D'accord. Vraiment, une contraception se choisit à deux. Maintenant, il faut savoir qu'il existe réellement une contraception masculine, même si elle n'est pas très utilisée. C'est le préservatif, classiquement. Faut savoir que c'est le moyen contraceptif le plus utilisé en termes de contraception masculine, hein, je précise. Même s'il pose quand même pas mal de freins, Oui, il y a beaucoup de beaucoup de contraintes. Et il faut savoir, et d'ailleurs il y a une étude qui était assez intéressante, qui notait le nombre de dysfonctionnements érectiles liés justement au port du préservatif, puisque beaucoup d'hommes sont comme ça un peu freinés à l'idée de devoir porter un préservatif à chaque fois pour les rapports. Mais donc il y a le préservatif classique. Deuxièmement, il y a quelque chose d'assez inhabituel dans notre paysage à nous. Il faut savoir qu'il y a des... Juste pour rappel un peu, il faut savoir que chez l'homme, les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules. Oui. L'usine se situe dans les testicules. Les testicules qui n'ont pas la même température que le reste du corps. La température dans les testicules est plus basse que la température corporelle. Quand tu augmentes la température au niveau des testicules, tu fabriques moins bien de spermatozoïdes. C'est vrai? En fait, il faut savoir qu'il y a des slips que les hommes portent. Tu es en train de me dire qu'il y a des culottes contraceptives? Absolument. Ce pas des culottes, malheureusement, c'est des slips. Non, non, est-ce que c'est vrai? Ah oui, absolument, mais je te donne des informations claires. En fait, ce qu'on appelle la contraception thermique. Idéalement, qui fonctionne sur un principe très simple, c'est augmenter la température au niveau des testicules Ouais, pour baisser la qualité du sperme. Quand je dis augmenter la température, c'est pas la mettre à 90 degrés non plus, mais à la limite à la température du corps. Donc en fait, c'est des slips qui vont, bon l'image n'est pas très belle, mais qui vont plaquer les testicules contre le reste du périnée chez l'homme. Il y a combien d'hommes qui mettent ça? J'y viens. Et donc, qui marche. Donc c'est plaqué, du coup, comme tu as dit, sur le périnée. Les tenir au chaud. Et en fait, il faut les tenir au chaud pour pouvoir augmenter la température locale et donc ralentir la production de sperme. Qui a créé ça?
Non, mais il y a quand même il y a quand même du sperme qui est créé. Mais j'y viens. Si vous me laissez finir, je vais vous donner toutes les informations. Ah, mais je crois que c'est là, je pense que c'est les sujets qui nous... Oui, je Parce vois que- ça, oui. parce que dans Ça vous concrètement, intéresse plus que le stérilet, bizarrement, ça. Tout ce qui était contraception, hormonale, non hormonale, etc., naturelle, nous, on les connaît, on les maîtrise. Et là, je pense que... Enfin... Ouais, on ouais. connaît un peu, Ouais, on ouais. les maîtrise pas. Mais au moins, on les connaît. Mais ça, là, ce sujet... Enfin, là, vous connaissez pas la méthode. Mais donc, j'y viens. Ouais, mais moi, le slip, là, je le connaissais Ben, pas. c'est soit un slip, soit il y a aussi ce qu'on appelle l'anneau chauffant. C'est-à-dire que c'est comme une bague J'en peux plus. qui va se mettre à la base du pénis et qui va libérer, pareil, qui va fonctionner, c'est-à-dire qu'il libère une chaleur locale. Alors, à la base du pénis. À la base du pénis, avec les testicules ou juste le pénis? Avec. Mais ça doit être très désagréable quand même pour les hommes. Ben, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Mais c'est une contraception thermique. On augmente la température locale et donc on altère l'apparition du sperme. Le problème, c'est qu'il faut que les hommes le portent 15 heures par jour. Non, arrêtez. Deuxième inconvénient, c'est qu'il faut le porter justement parce que les hommes mettent en moyenne 2 mois et demi à 3 mois pour fabriquer le spermatozoïde, pour la régénération du spermatozoïde. Il faudrait que ces genres de contraceptifs masculins soient portés plusieurs heures par jour et au moins plusieurs mois avant qu'ils ne soient vraiment efficaces. Donc c'est ce qui explique un peu le fait que ça n'est pas marche porté. pas. Non, vraiment, ma question, Ça s'appelle c'est... comment, Non, l'anneau, là non, c'est surtout dans quelle région du monde ça existe. Oui. Et Ah qui ben ça existe, c'est étudié. Hein, Mais qui le porte où? Où? Un pays où... Qui sont-ils? En Europe de Il y a l'Est l'anneau, là. c'est comment? L'Europe du Nord, J'étais sûre. parce qu'il fait très froid chez eux, donc forcément c'est moins problématique. Donc ça, c'est la deuxième méthode de contraception masculine qui existe, qui n'est pas très recommandée et prescrite, parce que c'est compliqué à mettre en place, mais ça existe. Hein. Parce que la question qui revient souvent, c'est mais pourquoi en fait toutes les études ne concernent que les femmes? Ouais. On ne fabrique des médicaments que pour les femmes. Pourquoi Bon, en fait, tout le poids de la contraception en fait, repose sur la non, femme? ça existe. Donc il y a le préservatif, il y a la contraception thermique qui fonctionne comme ça. Il y a la contraception chirurgicale, ce qu'on appelle la fameuse vasectomie. Mais ça, du coup, pour en revenir à ta définition plus haut, là, c'est pas réversible. Hein. Il n'y a pas de marche arrière. Alors, en principe, non. Même chez certains hommes, on a pu réopérer et refaire puisque la vasectomie consiste, puisque quand le spermatozoïde est fabriqué dans le testicule, il va ensuite emprunter un conduit, il fait un petit circuit sympa et il revient au niveau de la prostate. D'accord. Et c'est dans cette prostate qu'il y a une glande qui va fabriquer le liquide. Ok. Donc en fait, le spermatozoïde, il va plonger dans ce liquide-là, et ensuite il suit la route. Il est éjecté. Et en fait, la vasectomie, donc la chirurgie, consiste à sectionner ce conduit. Et le spermatozoïde, une fois qu'il est fabriqué dans le testicule, Il peut plus aller il dans ne la peut piscine. plus rejoindre le circuit. Et donc en fait, l'éjaculation se fait, mais juste le liquide, séminal donc, sans spermatozoïde à l'intérieur. Il arrive parfois qu'une chirurgie de réparation se fasse, on peut reperméabiliser le conduit, même si la qualité du sperme après est très mauvaise. Par contre, ce qu'on fait très souvent, quand c'est un couple qui souhaite, quand c'est des hommes qui souhaitent faire une vasectomie, très souvent, on fait une congélation de sperme, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on congèle le sperme, et si le couple, quelques années plus tard, a envie du coup d'avoir des enfants, bon, le sperme est congelé, et ils ont généralement accès à une fécondation in vitro. Tu peux garder le sperme de bonne qualité combien de temps? Plusieurs années. Ok. Donc c'est une précaution quasi systématique chez tous les hommes qui veulent faire une vasectomie. En cas de cas. En cas de cas. Après, il faut savoir qu'il y a une autre méthode aussi, elle qui est assez récente, qui est avec les Indiens qui le font. Et en fait, ils injectent un liquide dans ce fameux tuyau. Donc, à défaut de le couper, ils injectent un liquide dans ce fameux tuyau qui va le boucher. Et donc, ces spermatozoïdes qui sont fabriqués dans le testicule ne peuvent plus remonter. C'est bloqué. Alors, le seul hic, c'est qu'on ne sait pas trop les effets secondaires à long terme, comment ça se dissout, est-ce que c'est efficace tout le temps, est-ce qu'il faut refaire des doses, on ne sait pas trop. Ils sont un peu maintenant un peu les seuls au monde à faire ça, mais ça existe.
Après, j'avoue que c'est quand même beaucoup moins contraignant, entre guillemets, chez la femme. Oui, c'est chez les hommes, ça devient Ah, vite c'est- invasif en fait. c'est ça. Invasif. Et c'est physique, quoi. Bah C'est oui. vraiment quelque chose de physique, visible. Et que tu sens, tu peux sentir physiquement, quoi. Et dernière méthode, la pilule contraceptive masculine existe. Elle est évaluée, je n'ai pas fini, elle est évaluée par des études qui ont prouvé son efficacité. Mais encore une fois, si tu veux être efficace un 1er janvier, il faut que tu commences 3 mois avant. Ah oui, parce que 2 mois. Mais c'est une pilule qui faut existe. 2 mois et La demi, pilule contraceptive masculine existe, elle est évaluée. À prendre comme la pilule féminine Oui. toutes les 24 heures. Et je vais même aller plus loin. Les effets secondaires sont exactement les mêmes que chez la femme. Prise de Prise poids, de poids, bouton. Pas vrai. perte de la libido, des céphalées, enfin bref. Mais tout ça est étudié. Le gros problème, en réalité, c'est une question au-delà de la sociologie, c'est un peu de la socio-anthropologie. En fait, aucun labo ne veut fabriquer un contraceptif masculin parce que toutes les études montrent que les hommes ne sont pas prêts à en prendre. En fait, ces produits existent, mais ils ne sont juste pas fabriqués. Et donc, aucun labo ne va se lancer dans une production d'une pilule que personne ne va prendre. Oui, mais regarde, les femmes, il y a 50 ans, quand la pilule a été créée, on a commencé à prendre cette pilule en nous disant que c'était pour notre épanouissement et qu'il y avait une différence entre, comme tu l'as dit, la sexualité et la maternité. C'est quelque chose qu'on a appris et c'est rentré dans nos têtes. Il ne faut pas oublier que tu parles d'une époque où les femmes mouraient Ouais, en couche. en couche. Donc, quand tu dis à une femme, on a un produit qui va peut-être nous permettre de réduire tout ça, bien évidemment. Donc, ce n'est pas le cas chez l'homme. Ouais. Tu vas lui dire, on prend une pilule parce que tu vas être moins fertile. Bon, d'accord, mais bon, ça ne le tue pas. Premièrement. Deuxièmement, le jour où il y aura une pilule où tout le monde va vouloir la prendre, les hommes vont se poser exactement les mêmes questions que se posent les femmes aujourd'hui. Peut-être que dans 50 ou 40 ans, on va avoir une explosion de cancer de je ne sais quoi. Ah, c'est C'est vrai. légitime. Et enfin, troisième point, quand tu réfléchis contraception chez une femme, tu réfléchis à la période fertile, jusqu'à l'arrivée de la ménopause. À 45 ans, chez une femme, on peut proposer encore une contraception, parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des cycles réguliers bien plus tard. Mais à 45 ans, chez l'homme, j'ai envie de te dire, presque tout commence, puisqu'il peut être fertile encore jusqu'à 20 ou 60 ans. Donc, ouais. c'est des vraies questions, mais je pense que c'est des questions de société. Il faut que les hommes adhèrent, et ce qui n'est pas gagné. Oui, on n'y est Non, pas on encore. n'y est pas, On n'y est on n'y pas est pas. encore, c'est clair. Il n'y est pas. Ni en Afrique, Ouais, non, mais ni même dans ailleurs. le monde. Hein. Ouais. Faut Ouais, on pas n'y est croire. pas Hein, encore, je veux dire, c'est vrai que parmi les questions que je crois que vous m'avez envoyées, c'était pourquoi l'homme africain est réticent ou à la opposé vasectomie. à la vasectomie, etc. Mais c'est pas propre à l'homme africain, c'est propre à l'homme tout court, parce que l'homme, voilà, il est un peu égoïste, enfin un peu beaucoup. Et c'est pareil, même au Nord. Hein. Donc c'est pas un problème africain ou maghrébin. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, enfin en tout cas la majorité des questions que vous nous avez posées à Karel et à moi via les réseaux sociaux. Ouais. On va remercier le docteur Heidi B d'avoir été si patient. Non, franchement, il a Vraiment. tellement de questions. Merci, vraiment. Merci Ouais, à vous. merci. Merci à vous d'avoir suivi cette discussion. Ouais. On va finir en remerciant encore une fois notre partenaire, DKT International, et leur marque Lydia. Je vais juste vous rappeler que si, par extraordinaire, vous auriez encore des questions sur le sujet, Lydia a des pages Sur les réseaux sociaux. en particulier sur Instagram. Donc vous pouvez y aller, il y a des sages-femmes expérimentées qui sont là-bas, qui peuvent répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, allez-y, prenez conseil, parce que ce sont des sujets importants et qui peuvent impacter votre santé. Posez Voilà. des questions en commentaire, Absolument, sous la vidéo. sous la vidéo. Attendez. Je pense que ça va s'afficher quelque part par là. Regardez. Voilà, regardez, et on vous met toutes les coordonnées. Merci encore. Bah, merci à Awa, c'était un bon moment. Oui, c'était sympa. Merci Ibrahim, sincèrement, parce que, en tout cas, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Et voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.